Le 18 novembre 2022, Pokémon Violette et Écarlate débarquent dans le monde sous les critiques et polémiques d'un jeu qui sort dans un état lamentable, avec des bugs et des problèmes partout, un jeu qui n'est pas fini à tel point que Nintendo va rembourser les joueurs qui en font la demande, ce qui est extrêmement rare chez Nintendo. Mais la sortie de ce nouveau jeu marque aussi le début de la saison 2023 du VGC. Le VGC, c'est le format compétitif officiel qui est mis en place par The Pokémon Company International. Personne ne s'y attendait, mais la sortie controversée de ces jeux marque aussi le début de la saison de VGC la plus controversée de l'histoire, qui s'est finie en apothéose sur la débâcle des championnats du monde de Pokémon. Entre déconnexions, bugs et problèmes techniques, joueurs disqualifiés pour tricherie, tournois annulés au dernier moment, tout ça sous une pluie de polémiques et controverses, voici le film de la descente aux enfers de la saison 2023 des compétitions officielles de Pokémon. Déjà, la saison commence par une décision qui a divisé début décembre ce qui est appelé l'Open Team List. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est le fait que contrairement aux éditions précédentes, maintenant pour chaque confrontation dans un tournoi officiel, les joueurs connaîtront l'équipe de l'adversaire avant et pendant le match. Ils savent quelles attaques ont les Pokémon adverses et surtout quel est leur type Terra Crystal pour chaque Pokémon. Et oui, parce que la nouvelle mécanique de combat ajoutée dans Violette et Écarlate, c'est le Terra Crystal qui permet de changer le type d'un Pokémon par un type qu'on a défini avant en récupérant des fragments de Terra Crystal. Il faudrait une vidéo entière pour expliquer tout ce que ce changement implique, mais en gros, ce que ça change concrètement, c'est que les joueurs ne peuvent plus se surprendre pendant les combats avec des Pokémon ou des attaques originales, ce qui tend à rendre les équipes un peu plus classiques en théorie. Pourquoi avoir pris cette décision ? Eh bien, on ne sait pas exactement, mais il semble que The Pokémon Company ait pris cette décision pour des raisons logistiques pendant les tournois. Donc c'est pas une décision qui est motivée par ses conséquences pendant les combats. Mais au final, les joueurs accueillent cette décision favorablement. Et c'est pas vraiment chez eux que cette décision est mal vue, c'est plutôt du côté des spectateurs. Les spectateurs adorent voir les joueurs se surprendre entre eux avec des Pokémon étonnants, comme un Pachirisu ou un Octali en finale des championnats du monde, et ils estiment que l'Open Team List pousse les joueurs à jouer des équipes classiques, donc moins originales, et surtout ça enlève la surprise des attaques que peuvent utiliser les joueurs parce qu'il y a plein d'attaques qui sont beaucoup moins utiles quand l'adversaire est au courant que vous les utilisez. C'est un débat qui s'est répété tout au long de la saison, cette Open Team List. Et il est vrai que les Pokémon qu'on a vus pendant la saison étaient globalement les mêmes, mais c'est difficile de comparer concrètement ce qu'a changé l'Open Team List, et j'ai pas la prétention de pouvoir vous expliquer en détail son impact. Juste que dès le départ, ça a été une décision controversée. Mais le plus stupide, c'est qu'il y a juste les tournois en présentiel qui sont en Open Team List. Les tournois en ligne ne sont pas en Open Team List. Et le ladder en ligne non plus. Ça a aucun sens d'avoir l'Open Team List que de temps en temps. Soit tout est en Open Team List, soit rien n'est en Open Team List. Parce que ça change tout au niveau des équipes créées, des combats et de leur approche. Ce qui veut dire que concrètement, les joueurs ne peuvent pas s'entraîner et tester leur équipe sur le jeu de base. Et on se retrouve dans des situations ubuesques où les joueurs VGC du circuit officiel de Pokémon jouent sur le simulateur Pokémon Showdown, qui est à la base plutôt utilisé pour les formats communautaires souvent issus de Smogon, et Pokémon Showdown a rapidement implémenté l'Open Team List quand les deux joueurs l'acceptent. C'est d'un ridicule, mais c'est que le début du cirque. Alors oui, évidemment, s'il n'y a pas l'Open Team List directement dans le jeu Pokémon Violette et Écarlate, c'est parce que les compétitions sont organisées par The Pokémon Company International et pas par Game Freak, les développeurs du jeu, ni par Nintendo d'ailleurs. Et ça met en évidence que le jeu n'est pas fait pour accueillir des compétitions Pokémon. Et ça, on le voit aussi au fait qu'il n'y a pas de mode spectateur. Ça paraît complètement fou, mais c'est le cas. Les matchs diffusés à l'écran sont pris du point de vue d'un des joueurs. Et donc on se fait tout spoiler quand on regarde. On se fait spoiler les Pokémon qu'il a pris, les attaques qu'il va faire, et ça enlève une partie du plaisir de regarder ces combats. Ils ont dit plusieurs fois qu'un mode spectateur était en préparation, mais pendant quasiment toute l'année, on l'a pas vu. C'est lunaire qu'un jeu avec un circuit compétitif créé il y a une quinzaine d'années arrive sans mode spectateur.
Et ajoutez à ça la mise en scène ridicule des combats dans le jeu, dans l'académie, avec 3 grands-mères autour d'un terrain, au milieu d'une cour vide, c'est ridicule. Surtout quand on sort d'épée et bouclier, qui malgré tous les reproches qu'on pouvait leur faire, avaient eux une vraie mise en scène travaillée des combats dans les stades. Mais c'est loin d'être le seul problème. Il y a aussi les bugs graphiques, avec des Pokémon qui rentrent dans le sol. Il y a des commentateurs qui n'ont pas le droit d'être honnêtes et doivent surjouer et éviter de dire qu'un joueur a eu de la chance. Des scénarios de combat qui se répètent souvent, avec ce fameux Golé qui endort tout ce qui bouge et qui du coup rend les matchs ennuyeux à regarder parfois parce qu'on se retrouve dans des situations similaires qu'on a déjà vues. Ajoutez aussi à beaucoup d'attentes entre les matchs en stream. Parfois on attend plus d'1 heure pour voir le match suivant, c'est super long. Enfin, regardez les compétitions officielles Pokémon, c'est parfois une épreuve plus qu'un plaisir malheureusement. Mais tout ça c'est des problèmes du point de vue des spectateurs et au final, si les joueurs y trouvent leur compte, c'est peut-être le plus important. Mais les joueurs aussi n'ont pas été aidés avec plein de problèmes. Déjà, pendant plusieurs semaines, il y avait un bug avec le Pokémon Oyakata qui a une synergie spéciale avec Nigirigon qui l'absorbe dans sa bouche. Et après, avec l'attaque plat du jour, il peut se booster dans une statistique. Sauf que ce boost n'était pas censé marcher quand l'attaque échouait ou quand le Pokémon adverse se protégeait par exemple. Ce qui arrive régulièrement. C'est un bug qui a impacté plusieurs tournois et plein de combats et qui restait là des mois avant que ça soit réglé via la mise à jour de fin février. Mais ce qui dérange beaucoup certains joueurs, c'est que les règles font que changer. Les règles ont changé 4 ou 5 fois en 7 mois, c'est énorme. Et ce que j'entends par changement de règles, c'est surtout changement de méta, avec de nouveaux Pokémon qui sont autorisés, plein de stratégies qui changent, et ça change tellement tout le temps que le méta, donc l'environnement de jeu et les Pokémon utilisés, n'ont pas le temps d'évoluer. Avant en VGC, il y avait les mêmes règles tout au long de la saison, et c'était super intéressant d'avoir plein d'évolutions avec des Pokémon qui deviennent super bons d'un coup pour contrer d'autres Pokémon trop forts, et d'avoir des joueurs qui progressent pendant toute la saison et s'approprient de plus en plus le méta. Parce que dans un jeu comme Pokémon, c'est vraiment très complexe à prendre en main. Mais là, pour les joueurs, c'est ultra difficile, parce que ça change tellement tout le temps que les joueurs n'ont pas le temps de s'adapter et beaucoup finissent par jouer des équipes similaires parce qu'ils n'ont pas le temps de progresser sur tout ça, encore plus quand il y a une nouvelle mécanique de combat avec le Terra Crystal et plein de nouveaux Pokémon et de nouvelles attaques qui arrivent. J'ai vu plein de joueurs s'en plaindre depuis que c'est devenu comme ça il y a quelques années, et malheureusement, ça devient de pire en pire. Mais le pire dans tout ça, c'est que la Pokémon Company a décidé d'organiser les championnats du monde dans de nouvelles règles avec plein de nouveaux Pokémon. C'est stupide. Les joueurs arrivent au championnat du monde sans avoir joué aucun tournoi ni aucun combat officiel dans ces nouvelles règles. Ils sont censés deviner ce que les autres vont jouer sans avoir d'indices au milieu des dizaines de nouveaux Pokémon qui peuvent être viables. Et on se retrouve encore une fois dans la situation où les joueurs des circuits officiels en sont réduits à jouer sur le simulateur Pokémon Showdown pour avoir une idée de ce qui est fort dans le méta et pour pouvoir tester leurs équipes. Mais les joueurs américains et européens n'ont vraiment pas à se plaindre par rapport au bordel des qualifications asiatiques et du gros drama qui a secoué la Pokémon Company juste avant les championnats du monde. Parce qu'en Europe et aux États-Unis, il y a plein de tournois IRL, donc en présentiel, de différentes tailles un peu partout, et pour avoir la chance de participer aux championnats du monde à la fin de la saison, il faut se rendre dans ces tournois et aller le plus loin possible pour marquer des points pendant toute la saison. Il y a aussi quelques rares tournois en ligne, mais globalement, l'essentiel se fait IRL. Sauf que pour le Japon et la Corée, c'est une autre histoire. Avant, il y avait quelques tournois IRL où on pouvait gagner des points, mais depuis 2019, il n'y en a plus un seul et les très rares tournois se font en ligne. Et ça semble vraiment être annoncé proprement, parce qu'à chaque fois que les joueurs demandent si les tournois IRL vont reprendre, personne ne leur répond. Et du coup, c'est dans ce flou qu'un tournoi en ligne est organisé. Il se déroule avec quelques légers problèmes techniques, mais rien de grave. Mais par contre, quelques jours après le tournoi, The Pokémon Company Korea, qui s'occupe des qualifications là-bas, annonce que le tournoi qui vient d'être joué était en fait qualificatif pour les championnats du monde de Pokémon. Annoncer ça après le tournoi, c'est ridicule. Il y a probablement des joueurs qui n'ont pas participé parce qu'ils pensaient à un retour des tournois en présentiel, ce qui semble être naturel puisque c'est le cas partout autour dans le monde. D'autres qui ont préféré faire autre chose parce que le tournoi semblait n'avoir aucun enjeu concret. Et bah si, l'enjeu a juste été annoncé après le tournoi.
Mais heureusement pour les joueurs, il y a une autre manière de se qualifier pour les championnats du monde, ce qu'on appelle les Global Challenges, des tournois en ligne accessibles à tous et dont la Pokémon Company Japan et Korea se servent pour faire des qualificatifs pour les championnats du monde en donnant des points aux joueurs asiatiques qui vont le plus loin. La grosse différence étant qu'au Japon, il y a un tournoi national juste avant, alors qu'en Corée, c'est pas le cas. Mais ces tournois sont très décriés parce que c'est en BO1, donc un seul match gagnant, alors que les autres tournois, ce sont des BO3, donc ça peut aller jusqu'à 3 matchs, ce qui laisse le temps et la place aux joueurs pour s'adapter pendant le match, pour rentrer dans la tête de l'adversaire et le surclasser. Et ça permet aussi d'être un peu plus juste avec tous les événements aléatoires qui peuvent se produire pendant les matchs. Les coups critiques, les tours de sommeil, la paralysie, etc. Mais là, c'est qu'en BO1 et en plus, c'est en closed team list. Et donc pas en open team list comme le reste du monde. Ce qui encourage à jouer des équipes un peu bizarres pour surprendre. Puisque entre le fait que ça soit qu'un seul match gagnant et que l'adversaire ne peut pas avoir accès à votre team, les joueurs ne peuvent absolument pas s'adapter à ce qui se passe pendant les matchs. Et ajouter à ça le Terra Crystal, qui est une mécanique qui laisse trop de liberté pour ce genre de format. Par exemple, là où les attaques Z en 7G étaient restreintes parce qu'il fallait choisir à quel Pokémon on donne le cristal Z avant le match, là pendant le match, on peut Terra Cristalliser n'importe quel Pokémon de son équipe et surprendre l'adversaire en changeant de type. Et pour couronner le tout, il n'y a qu'une dizaine de matchs à jouer, c'est vraiment très peu. Mais ça, c'est le format de base et c'est pas comme ça que ça va se passer parce que les joueurs asiatiques reportent plein de problèmes. Quand ils démarrent le tournoi après avoir cherché le premier adversaire, il est plus possible de faire pause à n'importe quel moment. Ça enchaîne les matchs sans que les joueurs ne puissent faire quoi que ce soit. Et ce qui veut dire que pendant ce tournoi, tous les joueurs ont joué pendant des heures et des heures d'affilée sans aucune pause. Ce qui peut être dangereux pour la santé de certains joueurs et qui est très désagréable. Surtout dans un jeu qui demande autant de concentration et de réflexion que dans Pokémon. Mais en plus de ça, à cause d'un bug, les joueurs retombaient sur des joueurs qu'ils avaient déjà affrontés et certains ont affronté 3 ou 4 fois les mêmes joueurs sur une dizaine de matchs. C'est énorme! Et surtout très injuste dans un jeu comme Pokémon où il y a une grosse dynamique de match-up, forcément, avec toutes ces stratégies et tous ces Pokémon jouables. Donc si l'adversaire a une équipe qui a l'avantage contre la vôtre et que vous l'affrontez 4 fois, c'est un énorme désavantage dans le tournoi. Mais en plus de ça, il y a eu des problèmes de déconnexion de certains joueurs qui annulaient les matchs joués précédemment. Donc qui annulaient parfois les victoires d'autres joueurs comme ça, sans raison. Couplé à plein d'autres problèmes, et c'est dans ce contexte catastrophique que se sont jouées les qualifications des joueurs japonais et coréens. Du coup, au Japon, la Pokémon Company Japan a dit ok, ceux qui se sont bien placés dans le tournoi gardent leur qualification pour le tournoi national du Japon, et pour les autres, ils refont un tournoi pour rattraper tout ça sans les joueurs déjà qualifiés. Et tout ça se réglera donc au tournoi national japonais avec plus de joueurs que prévu. Mais en Corée, il n'y a pas de tournoi national. Du coup, ils ont juste dit ok, on annule tout. Ceux qui se sont qualifiés pour les championnats du monde ne sont donc plus qualifiés, mais auront juste un petit avantage l'année suivante. Ce qui implique que l'année suivante, il y aura toujours ce même format de tournoi en ligne très décrié. Du coup, ils ont décidé de refaire eux aussi le tournoi avec de nouveaux qualifiés, et les 4 joueurs coréens qui ont cumulé le plus de points sont invités à un tournoi nommé le Trainer Cup Final Round, où ces 4 joueurs s'affrontent pour gagner des avantages pour les championnats du monde, comme se faire payer le voyage, se faire payer l'hôtel ou ce genre de choses. Et c'est le seul tournoi IRL en Corée. C'est un peu normal parce qu'il n'y a que 4 joueurs. Du coup, les 4 joueurs coréens concernés par ce tournoi, qui en ont marre de ne pas être respectés avec tous ces problèmes dans les tournois, qui en ont marre de ces tournois en ligne ridicules, en un match gagnant sans open team list, qui en ont marre d'être pris des hauts, marre que le reste du monde a le droit à plein de tournois géniaux, alors qu'eux n'ont que des petits tournois ridicules en ligne, marre que les juniors et seniors, donc les catégories d'âge plus petites, soient totalement délaissés, et surtout marre que la Pokémon Company les prend de haut et leur répond jamais, qu'il n'y a aucun dialogue. Alors ils ont décidé de protester. Mais protester de manière très calme et pacifique, juste en jouant des équipes dont la seule attaque de chaque Pokémon est Métronome pour ce fameux tournoi. Pour ceux qui ne le savent pas, Métronome c'est une attaque un peu spéciale qui sélectionne aléatoirement une autre attaque dans le jeu. Les Métronome Battle, comme on les appelle, sont donc des matchs où tout est aléatoire. Et bizarrement, Blue, l'un des 4 joueurs coréens concernés, reçoit un mail de la Pokémon Company Korea qui lui annonce qu'il est purement et simplement disqualifié et qu'il ne participera ni au tournoi prévu, ni au championnat du monde de
Pokémon. La raison? Eh ben on sait pas. Aussi fou que ça puisse paraître, le joueur en question a demandé plein de fois pourquoi est-ce qu'il était disqualifié. Les autres joueurs coréens ont demandé aussi, mais personne n'a jamais eu de réponse. Ils l'ont juste remplacé par le 5e joueur du nom de Betago. Mais ça change rien, Betago est lui aussi d'accord pour protester en jouant Métronome, et du coup juste avant le tournoi, ils lockent leur team. En gros, c'est juste soumettre son équipe, ce qui permet aux organisateurs du tournoi de les vérifier. Sauf que du coup, la Pokémon Company Korea a vu qu'il n'y avait que des équipes avec Métronome et a décidé d'annuler le tournoi, mais surtout de disqualifier les 4 joueurs qui sont les meilleurs joueurs coréens juste parce qu'ils voulaient jouer Métronome sur leur Pokémon et que c'est soi-disant inapproprié. C'est ridicule et ça a fait un énorme drama dans la communauté et ça a été l'avalanche de critiques avec même des légendes du VGC comme le fameux Sejong Park qui est ce joueur qui a remporté les championnats du monde avec Pachirisu. Lui qui est pourtant très silencieux d'habitude a pris la parole pour lui aussi demander plus de respect à la Pokémon Company envers les joueurs. Les championnats du monde n'ont même pas encore commencé que déjà toute l'année a été marquée par des problèmes partout et régulièrement. Et c'est pas fini parce qu'après avoir annoncé un tournoi en parallèle des championnats du monde, le Yokohama Open, en gros chaque année depuis 2015, en parallèle des championnats du monde, il y a un tournoi qui est organisé sur place, donc au même endroit que les championnats du monde, avec beaucoup de joueurs. Soit des joueurs qui ne se sont pas qualifiés pour les championnats du monde, soit ceux qui ont perdu le premier jour. C'est ouvert à tout le monde et ça permet déjà de gagner des points pour la saison suivante. Mais là, 2 semaines avant, les joueurs apprennent d'un coup que le Yokohama Open est annulé, et là encore sans aucune explication, sans donner de raison ni rien. Et c'est problématique parce qu'il y a des joueurs qui avaient organisé un voyage au Japon pour faire ce tournoi-là et sont prévenus 2 semaines avant qu'en fait il n'y a pas de tournoi. Pourtant après avoir annoncé le format du tournoi, les frais d'inscription, etc. Et on pourrait se dire, bon, c'est pas grave, au pire ces joueurs profiteront des championnats du monde et des dizaines d'événements autour. Sauf que comme le Japon, c'est minuscule, eh ben il y a très peu de places disponibles pour les événements des championnats du monde. Et du coup, pour avoir accès à tous ces événements, eh bien c'est par tirage au sort. Par exemple, si vous voulez être dans le public pour regarder les matchs, c'est par tirage au sort. Et ce Yokohama Open était l'une des seules activités qui était ouverte à tous sans avoir de loterie. Il faut bien comprendre que d'habitude, les championnats du monde sont organisés par The Pokémon Company International, mais que cette année, comme pour la première fois de l'histoire, ils sont au Japon, ils sont organisés par The Pokémon Company, qui eux n'ont pas l'habitude d'organiser ce genre de choses, et ça va très vite se voir. Et pourtant, au début, The Pokémon Company fait ce qu'ils n'avaient jamais fait avant, ils mettent en avant ces championnats du monde. D'habitude, le VGC est un peu mis de côté parce que The Pokémon Company ne veut pas que les jeux Pokémon soient vus comme des jeux de stratégie inaccessibles aux plus jeunes. Mais depuis quelques années, ça monte en puissance et pour la première fois, ils en parlent pendant de longues minutes dans un Pokémon Direct où ils sont la star de l'événement. Et ça, c'est vraiment bizarre parce que vu qu'ils sont organisés au Japon, le décalage horaire avec l'Amérique et l'Europe est trop important. Et du coup, les matchs sont en pleine nuit, très tard pour l'Amérique, très tôt pour l'Europe. Par exemple, pour nous, c'était autour de 4h du matin. Alors ça veut pas dire qu'il faut rien organiser au Japon, ça veut juste dire que c'est bizarre de le mettre autant en avant, tout en rendant la compétition très difficile à suivre. Ces championnats du monde s'annoncent déjà comme étant très spéciaux, mais on était loin de s'imaginer la descente aux enfers qu'on allait voir se produire sous nos yeux. Déjà, au tout début, il y a un problème qui est relayé très vite. Pour entrer dans les événements du championnat du monde et le championnat du monde lui-même, il faut un badge qu'on récupère à l'entrée. Sauf que pour une raison mystique, il n'y avait pas assez de badges pour les invités alors qu'ils étaient censés connaître leur nombre à l'avance. Ils ont dû les faire patienter pendant des heures et des heures. Comme en parle Harry, l'un des compétiteurs français de l'événement. En plus, entre le moment où j'ai commencé à faire la queue et la sortie du Pokémon Center, il s'est passé au moins 5 heures. Et c'est que le début. Il y a des goodies en édition limitée qui étaient en rupture de stock dès la première heure de l'événement qui dure pourtant 3 jours, avec les employés qui promettaient qu'il reviendra en stock, ce qui n'a visiblement jamais été le cas. Et il y a eu plein d'autres problèmes sur les événements autour des championnats du monde, mais on va s'intéresser qu'aux championnats du monde en eux-mêmes avec cette compétition et ces matchs, parce qu'il y a déjà largement assez à traiter avec ça. Bon, on va rapidement passer sur les problèmes habituels. Un retard de fou. Par exemple, le premier jour, le premier match qu'on a vu en stream est arrivé 1h30 après le début du stream. 1h30 de meublage. Et c'est même pas une exagération. Il y a toujours cette attente interminable entre certains matchs. Il n'y a qu'un seul match par round qui est diffusé en stream. Ce qui fait que si par exemple vous voulez suivre le parcours des joueurs français, c'est pas vraiment possible.
Mais ce qui étonne, c'est qu'il n'y a toujours pas de mode spectateur, alors qu'ils en ont déjà montré un dans le tournoi national japonais, et que tout le monde pensait que forcément, au championnat du monde, on allait l'avoir ce mode spectateur. Mais non, toujours pas. Mais bon, ça c'est les problèmes qu'on connaît habituellement, rien de dramatique par rapport à ce qui suit. Parce que pendant la première journée des championnats du monde, bizarrement, en plein milieu du tournoi, il y a des joueurs qui se font disqualifier. Alors comment c'est possible? Eh bien la Pokémon Company a décidé de faire ce qu'on appelle des hack checks. En gros, ils vérifient les données des Pokémon des joueurs pour voir s'ils n'ont pas été générés via un logiciel externe. En fait, Pokémon, c'est un peu spécial parce que pendant très longtemps, pour avoir des Pokémon compétitifs, il y avait deux choix. Soit vous faisiez tout ça dans le jeu et ça prenait littéralement une centaine d'heures par équipe. Pour faire une seule équipe de 6 Pokémon, il fallait faire des dizaines d'œufs à faire éclore, pour faire accoupler certains Pokémon entre eux, pour faire passer des attaques d'un Pokémon à l'autre, puis refaire des œufs, vérifier si les Pokémon ont des bons IV, puis quand miraculeusement c'est le cas, il fallait les entraîner en les faisant combattre des Pokémon spécifiques, et quand c'était des Pokémon limités ou qui ne s'accouplaient pas, il fallait sauvegarder devant, attraper le Pokémon, vérifier les EV, redémarrer, ainsi de suite, et ça pendant des heures et des heures. C'était un gigantesque bordel et un cauchemar, et l'autre solution, c'était d'utiliser un logiciel externe, comme le fameux PKX, qui permet de modifier les sauvegardes des jeux Pokémon, et donc par extension, de générer des Pokémon, et ça prend 5 minutes au lieu des centaines d'heures dans le jeu de base. Mais pourquoi c'est aussi complexe dans le jeu de base? Pour plein de raisons, mais surtout parce que le jeu de base, c'est pas un jeu compétitif. Pokémon, c'est un RPG à la base, c'est une aventure. Mais au fur et à mesure, toutes ces étapes ont été grandement simplifiées. Et aujourd'hui, c'est plus des dizaines d'heures pour faire une équipe, c'est plutôt une dizaine d'heures. Mais les joueurs ont toujours continué à générer leur équipe parce que c'est 1000 fois plus simple et plus rapide. Et en plus, il y a plein de cas spécifiques qu'encore aujourd'hui, il est impossible de gérer sans les vieilles méthodes archaïques. Par exemple, si vous voulez un Pokémon avec 0 IV en attaque, ce qui permet d'avoir l'attaque la plus faible possible et donc de prendre le moins de dégâts possible de l'attaque tricherie, ou encore si vous voulez des Pokémon avec 0 IV en vitesse, ce qui est important pour les équipes basées autour de la distorsion, où les Pokémon les plus lents attaquent en premier, eh bien c'est toujours pas possible. Et c'est encore plus ridicule quand ça concerne des légendaires disponibles qu'en quantité limitée dans les jeux. Et où du coup il faut sauvegarder devant, l'attraper, aller vérifier les IV, etc. etc. En plus, aujourd'hui, il y a la problématique du Terra-type qui sont super longs à changer. Faut spammer les raids Terra Crystal pour récupérer des cristaux de certains types. Et il en faut 50 pour changer le Terra-type d'un seul Pokémon. C'est ultra long et fastidieux. Il faut aussi beaucoup d'argent pour acheter les vitamines qui augmentent les EV. Enfin, encore aujourd'hui, la plupart des joueurs génèrent leur équipe parce que c'est beaucoup plus simple et surtout plus rapide. Parce que toutes ces tâches à faire ne sont pas difficiles dans le jeu de base. C'est juste long et fastidieux, mais il n'y a rien de compliqué. Et du coup, ça permet aux joueurs de laisser ça de côté et de se concentrer uniquement sur leur entraînement, de progresser sur les combats au lieu de faire des tâches répétitives et de gâcher des dizaines d'heures à chaque nouvelle équipe. Mais ce qui est encore plus lunaire, c'est que la Pokémon Company a décidé d'autoriser les Pokémon venant du Pokémon Home dans le règlement des championnats du monde. Pourquoi c'est lunaire? Eh bien parce que les Pokémon de Pokémon Légende Arceus et Pokémon Épée et Bouclier sont autorisés, ce qui veut dire qu'il faut absolument avoir acheté les autres jeux pour y récupérer les Pokémon. Du coup, si vous voulez avoir le choix de votre équipe compétitive, il vous faut acheter au moins ces 3 jeux, l'abonnement au Pokémon Home, les DLC des jeux, il faut évidemment finir tous les jeux, et en plus ça règle pas des situations stupides, comme par exemple si vous aviez choisi Chifours Eau et que votre équipe a besoin de Chifours Ténèbres, qui sont tous les deux des Pokémon très populaires et très joués, et ben il faut recommencer tout le DLC de Épée et Bouclier, et tout ce qu'il y a à faire jusqu'à obtenir l'autre Chifours. Et c'est pareil avec les légendaires, enfin c'est ridicule, et forcément tous les joueurs en sont réduits à générer leurs Pokémon. C'est quelque chose qui a toujours été accepté dans la communauté sans problème, et dont la Pokémon Company Internationale s'en foutait complètement tant que les Pokémon générés étaient exactement les mêmes que les Pokémon qu'on pouvait attraper dans le jeu, et donc qui n'offraient aucun avantage compétitif. Même si, évidemment, dans les règles, c'est soi-disant interdit, ils s'en fichaient, ils faisaient pas vraiment de vérification poussée ou quoi que ce soit. Depuis 15 ans, vous pouvez générer vos Pokémon, il n'y a aucun problème avec ça. Mais bizarrement, cette année, ils ont décidé de faire des tests plus poussés sur certains joueurs, et ceux qui avaient des Pokémon générés détectables se les ont fait supprimer ou ont été disqualifiés quand ils en avaient plus de 2. Alors normalement, les Pokémon générés sont quasiment impossibles à détecter, et heureusement, parce que sinon c'est tout le championnat qui aurait été annulé parce que tout le monde a des Pokémon générés. Mais là, certains d'entre eux n'avaient pas les marqueurs posés par le Pokémon Home parce qu'ils ont été générés par des bots qui étaient buggés
ce qui a causé la perte de certains joueurs. Alors ça prête à débat, il y a une partie de la communauté qui soutient que c'est logique, qu'ils n'avaient qu'à pas générer leur équipe, qu'ils avaient qu'à acheter tous les jeux dont ils avaient besoin, qu'ils n'avaient qu'à faire tous les jeux jusqu'à la fin pour avoir accès à toutes les zones, et donc ils consacraient des dizaines et des dizaines d'heures, acheter tous les DLC, s'abonner au Pokémon Home, sauvegarder en boucle devant les légendaires pour avoir les IV, etc. etc. Enfin voilà, il y a des gens qui s'attendent à ce que des joueurs Pokémon, qui ne gagnent pas d'argent dans les compétitions, je le rappelle, et dont ça n'est pas le métier, je le rappelle aussi, passent des dizaines et des dizaines d'heures à créer une seule équipe pour au final jouer seulement quelques matchs pour la plupart d'entre eux, parce que de toute façon la Pokémon Company change les règles tous les 4 matins, et quand ils partagent leur tristesse d'avoir été disqualifiés sur Twitter, ils se font insulter. Ce que les gens comprennent pas, c'est que sans ces logiciels externes pour générer de Pokémon, il n'y a pas de scène compétitive Pokémon. Et tant que ça n'offre aucun avantage compétitif, il n'y a aucun problème avec ça. Mais ce qui est encore plus débile que tout le reste, c'est que vous pouvez faire des échanges de Pokémon dans le jeu et dans le GTS, qui permet de faire des échanges avec le monde entier. Mais le jeu et les GTS ne sont tellement pas sécurisés que vous pouvez recevoir des Pokémon hackés sans problème. Vous pouvez recevoir des Pokémon générés aussi sans que vous soyez au courant. Donc même si vous n'avez jamais généré aucun Pokémon, vous pouvez potentiellement vous faire disqualifier alors que vous avez utilisé que des produits officiels et pour lesquels vous avez payé en plus. Et en plus de ça, il y avait des faux positifs comme le raconte Harry. La dernière ronde, mon adversaire, il lui manquait un Sulfura de Galar dans son équipe. Il se l'est fait enlever au hack check. Il n'a pas passé le hack check. Alors que ce Sulfura était parfaitement légitime. Il y a des faux positifs dans le nouveau hack check. Mais le plus débile, c'est que même si c'est leur droit de faire des vérifications et d'imposer leurs règles, eh bien ces vérifications n'ont jamais été faites pendant toute la saison. S'ils avaient fait ce genre de vérification aux autres tournois, au moins les joueurs auraient pu s'adapter. Là, ils les ont juste cueillis à froid. Vous imaginez le désarroi. Vous avez joué toute la saison pour en arriver jusqu'ici. Vous avez voyagé dans différents continents parfois, aller faire des gros tournois qui rapportent des points. Vous avez mis tellement de temps, d'énergie et d'argent avec les voyages qui coûtent super cher et tout ça pour vous faire disqualifier juste pour ça. Et en plus, comme tout le monde génère ses Pokémon, c'est juste que vous avez moins bien généré les Pokémon que les autres, même pas que vous avez été le seul à le faire. Alors la Pokémon Company avait tenté de prévenir les joueurs avec une toute petite phrase dans un mail envoyé quelques jours avant le début de la compétition. Mais déjà, c'est pas clair, et en plus, c'est pas comme si en quelques jours, les joueurs avaient tout leur temps pour refaire toute leur équipe, d'acheter tous les jeux, de finir tous les jeux, etc. Enfin, c'est ridicule. Mais pourquoi avoir fait ces vérifications maintenant, alors que d'habitude, ils s'en foutent complètement ? Eh bien, je pense que c'est parce que, encore une fois, le tournoi se déroulait au Japon. Et au Japon, il y a des lois extrêmement dures et féroces contre le piratage, les DRM, les hacks et ce genre de logiciels tiers comme PKX. C'est pénalement répressible de tricher dans un jeu vidéo là-bas. Et ça se voit avec les joueurs japonais qui déjà ont juste peur d'admettre utiliser Pokémon Showdown par exemple. Et c'est sous ces controverses et cette division de la communauté que s'achève le premier jour du tournoi. Mais on est loin d'avoir fini. Parce qu'au deuxième jour de la compétition, alors qu'on est au milieu du top 16, avec des matchs qui ne sont pas loin de la fin, une grosse déconnexion se produit sur toutes les Switch, sauf sur celle en stream. Et ça, c'est une catastrophe dans Pokémon, parce qu'il n'y a aucun moyen de remettre les matchs dans le même état qu'ils étaient avant la déconnexion, et faire rejouer les matchs depuis le début serait injuste pour le joueur qui avait l'avantage, mais aussi beaucoup trop long pour la durée du tournoi. Du coup, il y a une règle dans ces cas-là qui stipule que le vainqueur est décidé par rapport aux Pokémon restants, ce qui n'est pas la meilleure idée parce que c'est pas un indicateur super précis. Parfois, un joueur en infériorité numérique a l'avantage dans la partie. Et c'est pourquoi cette règle stipule qu'un joueur remporte le match après une déconnexion que s'il avait un net avantage, donc ici beaucoup plus de Pokémon que l'adversaire. Sinon, ça finit en égalité. Et si il y a égalité sur le dernier match, ça passe en mort subite, et dans Pokémon, ça veut dire que c'est le premier joueur qui met KO un Pokémon adverse, sans se faire mettre KO un de ses Pokémon dans le même tour, remporte le combat. Et ça, c'est horrible, parce que les équipes ne sont pas préparées à ce genre de choses. C'est même l'inverse. Les équipes de Pokémon sont faites pour poser une stratégie réfléchie, et pas pour attaquer bêtement les Pokémon adverses, ce qui amène à des situations ridicules, en plus d'être très influencées par les effets aléatoires. Et c'est comme ça que plusieurs joueurs, dont Luca Lucignoli, un bon joueur italien qui se fait éliminer après une run de 12 victoires pour une défaite, et surtout qu'Emilio Forbes, l'un des meilleurs joueurs du monde qui venait de remporter le régional de Fresno d'une manière dominante, se fait éliminer là-dessus, alors qu'avant la déconnexion, il était sur le point de gagner.
Il écrit sur Twitter qu'il n'arrive pas à croire l'incompétence du circuit officiel Pokémon et de ses règles et qu'il ne jouera plus jamais à ce jeu. C'est un séisme sans précédent. Tous ces joueurs qui se sentent injustement disqualifiés et celui qui était décrit comme l'un des favoris pour la victoire par certains, qui était en feu à cette période, qui enchaînait les victoires. Imaginez ça après toute une saison à faire des tournois à droite à gauche pour récupérer assez de points juste pour en être là, après avoir été jusqu'au Japon pour jouer ce tournoi, après tellement de temps, d'argent et d'énergie dépensée. Tout ça pour finir tragiquement sur une déconnexion. À partir de ce moment-là, le tournoi a grandement perdu en intérêt. Il s'est poursuivi pour nous offrir enfin le mode spectateur pour les derniers matchs qui était devenu très amer à regarder, et pour finir en beauté en demi-finale avec les caméras des joueurs qui étaient inversées, qui a rendu le combat complètement confus parce que les commentateurs se sont basés sur les caméras et qu'on ne comprenait rien à qui gagne, qui perd, puisque les réactions des joueurs n'étaient pas raccord avec ce qui se passait. Et qu'on est arrivé en finale avec un joueur qu'on n'a jamais vu avant, tellement qu'on voit personne sur le stream officiel, vu qu'il y a un match diffusé par round. Ce joueur, c'est Michael Kelch, qui est un joueur issu des formats communautaires solo, qui a d'ailleurs gagné un Smogon Tour, mais qui s'incline en finale contre Shotei Kimura, qui a donc remporté ce que certains ont appelé les championnats du monde de la Pokéhonte. Et en rentrant, les joueurs étaient tous dégoûtés par la manière dont ils ont été traités et se sont tous plaints de ces championnats du monde ridicules. Oui, l'e-sport, c'est de la com. Peu importe l'éditeur, hein, c'est de la com. Pour le jeu, c'est normal. C'est ok, normal. Pour Poké, c'est de la com, bah oui, voilà, ça permet de mettre en avant le merchandising, etc. Faire des trucs exclus et tout, ok, d'accord. Mais là, on s'est jamais autant senti comme des faire-valoir de ce qu'ils vendent. La saison 2023 du VGC a été une catastrophe sur tous les plans. Entre les bugs, comme celui d'Oyakata, l'Open Team List qui est même pas implémenté sur le jeu en lui-même et oblige les joueurs à s'entraîner sur un simulateur, le mode spectateur qui était absent pendant la majorité de l'année avec une mise en scène ridicule dans le jeu de base, le stream des matchs avec tout le temps du retard et un temps fou entre les combats, le délire des qualifications asiatiques ridicules avec des BO1 sur des matchs en ligne, et qui a fini en catastrophe avec des disqualifications abusives, les règles qui changent tout le temps en empêchant les joueurs de s'adapter au méta, le tournoi Open annulé, les hack-checks qui disqualifient des joueurs au milieu du tournoi, les pénalisant de ne pas avoir investi des centaines d'euros dans les jeux Pokémon, la déconnexion en top 16 et les problèmes techniques, enfin cette année a été absurde. Et pourtant, pour être honnête, j'ai adoré suivre le VGC. J'adore regarder le format que je trouve génial à suivre parce qu'il est complètement différent des combats dans le jeu. J'adore voir les matchs à haute intensité avec tous ces chocs à chaque gros tournoi. J'adore suivre les joueurs que j'admire voyager aux quatre coins du monde pour jouer dans les plus gros tournois par pure passion pour ce jeu et tout donner à chaque fois dans des affrontements électriques. Et c'est ça qui est frustrant, c'est que même avec toutes ces catastrophes, c'est génial à regarder. Alors imaginez si c'était mieux organisé et si on écoutait plus les joueurs. Et c'est ça qui m'embête le plus, c'est qu'ils ne sont pas respectés par cette organisation catastrophique. Des joueurs qui dépensent autant de temps, d'argent et d'énergie devraient être accueillis comme des rois, mais en fait la Pokémon Company s'en fiche complètement parce que pour eux, tout ça c'est du marketing et de la promotion de la marque Pokémon. Et ce décalage entre les deux doit se réduire et ça se voit très bien avec les qualifications asiatiques où ils font juste 1 ou 2 tournois en ligne à la va-vite et ils prennent les vainqueurs. C'est très injuste et frustrant pour les joueurs. J'espère sincèrement que tous ces problèmes seront réglés pour la saison prochaine, qui commence d'ailleurs le mois prochain, même si pour être parfaitement honnête, je pense qu'on aura exactement la même chose. Ce qui m'attriste parce que le VGC, c'est vraiment super intéressant et je vous montrerai ça au travers de vidéos de temps en temps qui retraceront l'histoire du format, les plus gros tournois, les plus grandes victoires et défaites, les parcours des joueurs et tout ça avec une grosse vidéo pour chacune des années. Si vous voulez pas manquer ça, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu, c'est super important pour une petite chaîne comme celle-ci. On se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo, à plus!